Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous livrer le 11 qui serait pour moi idéal pour le PSG après le mercato. Bon visionnage à tous. Le PSG n'a pas recruté au poste de latéral et on l'a vu en ce début de saison, nos latéraux sont très présents techniquement et offensivement, mais défensivement la rigueur n'est pas toujours de mise. Et au vu des dangers que les prochains adversaires du PSG présentent sur les côtés, j'ai choisi d'installer une défense à 3 dans un schéma tactique en 3-4-1-2. Allez, on démarre avec un poste qui ne fait plus débat. Keylor Navas a rejoint le PSG pour et sera le titulaire indiscutable dans les cages et au sommet d'une hiérarchie bien définie devant Sergio Rico et Marcin Bulka. Ces 3 Ligues des Champions en tant que titulaire au Real constituent un atout indéniable et qui a mis presque tout le monde d'accord sur la fiabilité de Navas. Niveau expérience, le PSG ne peut pas dire mieux que 3 Champions League. Sur le terrain, Keylor Navas est un gardien très agile et décisif sur sa ligne, excellent dans les frappes à bout portant et dans les 1 contre 1, même si on peut poser un petit bémol sur son jeu dans les airs et au pied. Mais Navas est un très grand professionnel qui a cette capacité à rester toujours très concentré tout au long d'un match. Facteur important pour l'adversité du samedi Ligue 1 Conforama, qui n'est pas très pesante offensivement, mais qui réussit à se trouver 1 ou 2 fois dans le match l'opportunité de marquer. Et la concentration du gardien parisien doit, à ce moment-là, prendre le dessus sur l'opportunisme de l'adversaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et puis bien sûr, la pression, le très très haut niveau, ça ne lui fait pas peur. Un gardien qui dégage de la sérénité et qui sait se sublimer dans les grands rendez-vous, le PSG en avait besoin et c'est Keylor Navas. En défense et avec le Capitana, Thiago Silva est resté, et c'est tant mieux. Qu'on le veuille ou non, c'est le patron de la défense. Dans le jeu, au Monstro, c'est le calme, l'intelligence, la sérénité et surtout un exemple d'anticipation dans tous les compartiments du jeu. Tactiquement et techniquement, le capitaine parisien excelle et c'est un atout que le PSG doit se garder le plus longtemps possible. Le genre de joueur qui permet par son intelligence de bloquer systématiquement au moins une solution pour l'adversaire lorsque ce dernier est en phase de construction et qui par son anticipation, sa vitesse et sa technique peut couvrir une zone défensive très vaste. C'est aussi un des plus précis à la relance en Europe. Important quand on sait que le PSG à la verticale, c'est très rapide et très dangereux. Et enfin, ne négligeons pas sa solidité dans les duels, en 1 contre 1 ou dans les airs par son excellent timing. Bref, un grand défenseur, un grand professionnel qui donnera toujours tout pour le PSG qui en a encore besoin. Et puisque l'on parle de professionnalisme, autant passer à Marquinhos, qui selon moi devrait jouer dans un rôle hybride en défense. Sa rigueur technique et tactique, son sens du placement, son autorité au marquage individuel et sa simplicité dans l'utilisation du ballon font de lui un excellent défenseur. Mais sa polyvalence, son endurance et son intelligence dans l'effort lui permettront aussi de monter d'un cran lorsque le PSG est en transition. Sa capacité à compenser les espaces apportera de la densité au milieu, quand son implication apportera de l'intensité. Et ça, lorsque le PSG perd le ballon, c'était jusque-là un défaut, qui peut désormais se corriger. Donc Marquinhos en défense centrale, mais son intelligence et sa prise de décision pourraient le faire monter d'un cran lorsque le PSG doit se rendre compact le plus haut possible sur le terrain. Et puis bien sûr, son profil très moderne est toujours aussi précieux dans la précision, la verticalité et l'imprévisibilité à la relance. Et enfin, l'agressivité, la capacité à récupérer haut, couper une contre-attaque, à casser les lignes adverses et la capacité technique dans la conservation du ballon de Kimpembe serait le complément parfait de l'intelligence de Silva et du volume de Marquinhos en défense. À gauche et en piston, on ne peut pas dire que Bernat doit s'inquiéter. Le PSG n'a pas recruté et la possible concurrence avec Kurzawa ne devrait pas menacer sa place dans le 11. Techniquement et offensivement, l'Espagnol est un atout indéniable. Il apporte le surnombre et sait faire de belles différences en combinant avec ses partenaires ou tout seul dans les petits espaces. Il a aussi démontré qu'il pouvait se montrer décisif dans des moments cruciaux. Une importance qu'on ne lui aurait pas deviné à son arrivée. Mais attention, et on le ressent toujours en ce début de saison, Bernat doit faire preuve de beaucoup plus de rigueur défensive. Il a souvent un temps de retard sur ses adversaires dans son couloir, peut parfois désorganiser la défense centrale qui doit coulisser pour couvrir, ou alors arriver en retard et de manière illicite sur son marquage individuel pour récupérer la balle. Il doit donc travailler sur sa discipline tactique et sa contribution défensive, qui peut parfois jouer des tours à Thiago Silva ou Kimpembe qui se retrouvent au four et au moulin, alors que l'Espagnol s'éclate devant avec les Neymar, Mbappé et Di Maria. Donc Bernat, titulaire à gauche, avec un équilibre tactique à revoir. Pour l'instant, l'Espagnol n'est pas une valeur sûre en défense. S'il fait les efforts nécessaires pour le devenir, il sera sûrement, et je pèse mes mots, un des meilleurs latéraux d'Europe. Du moins, un des plus complets. À droite, sa blessure en fin de saison dernière ne l'a pas stoppé dans sa progression qui se ressent au fil des matchs qu'il joue. Colin Dagba ne cesse d'impressionner par son assurance sur le terrain.
Défensivement, on sent que ses coéquipiers lui font confiance et il s'en sort pas trop mal, même si parfois il a un peu de retard. Offensivement, Dagba n'est pas timoré et ça c'est une énorme qualité pour un jeune joueur qui doit s'intégrer dans une équipe d'un aussi gros calibre. En fait, on a l'impression qu'il est là depuis toujours, un joueur comme les autres. Mais n'oublions pas qu'il vient de fêter ses 21 ans, que s'imposer au PSG quand on est jeune c'est très difficile et que la grande majorité des Titi préfèrent partir avec plus de garanties dans des clubs comme Monaco, Lille ou Leipzig. Lui, il a la confiance de Tourelle, il a doublé Meunier dans la hiérarchie et est bien plus intéressant que Kehrer à droite. En plus de tout ça, n'oublions pas aussi que c'est un joueur qui possède une grosse marge de progression. Il est appliqué et très intelligent défensivement, très équilibré offensivement, très bon techniquement, précis et très tranchant dans ses passes. Il a aussi une bonne qualité de centre et même s'il doit travailler ses duels aériens, son humilité et sa discrétion font de lui un des chouchous de Tourelle et très bientôt du Parc des Princes. Au milieu de terrain, le tandem Gueye-Verratti semble très prometteur pour la suite de la saison. Le volume de jeu et l'activité incessante de Gana Gueye, c'est ce qu'il manquait cruellement au PSG. C'est vraiment le genre de joueur qui apporte l'intensité et le mouvement qu'il faut au milieu de terrain. À cela, tu ajoutes le Verratti transcendé de ce début de saison, qui semble très motivé, qui a fait de gros sacrifices cet été pour être plus affûté que jamais, qui se montre beaucoup plus travailleur sur une zone plus importante du terrain et sur la quasi-totalité d'un match, et qui bien sûr n'a rien perdu de son immense talent de créateur. Eh bien ça donne un milieu en double pivot très sûr avec deux joueurs très complémentaires entre eux et au service de l'équipe. Et puis, quoi de mieux que le Real Madrid pour tester ton milieu de terrain? Alors rendez-vous mercredi pour le premier gros test en termes d'intensité et de maîtrise technique. En numéro 10 électron libre derrière les deux attaquants de pointe, Neymar sera le métronome du jeu parisien. Il nous a rendu fous tout l'été, mais il est bien resté. Et de toute façon, on peut tout dire, sur le terrain, il fait des différences que peu de joueurs sont capables de faire. C'est un génie qui sait tout faire en attaque et Tourelle doit construire son projet de jeu autour de lui. C'est le seul joueur qui sera capable de faire le lien entre le milieu et les finisseurs que sont Cavani et Icardi. Sa relation technique avec Mbappé est très intéressante, mais de toute façon, on ne peut attendre que deux choses de Neymar cette année. Espérons une saison complète sans blessure ni fragilité physique, même si bien sûr ça ne dépend pas de lui, mais de l'implication, de l'altruisme et de la bonne volonté. À partir du moment où Neymar mettra en application ces trois termes, il mettra tout le monde d'accord. C'est aussi simple que cela, et pour 36 millions d'euros par an, on peut quand même lui demander au moins ça. Allez, on passe au gros dilemme des buteurs. Trois profils sont à la disposition de Tourelle. Mbappé, qui est bien plus important pour l'équipe lorsqu'il est en pointe, et les meilleurs joueurs du monde. Tu te dois d'exploiter du mieux possible leur qualité, c'est donc pour cela que j'ai choisi de le mettre en pointe plutôt que sur un côté. Icardi, qui a rejoint le PSG dans les tout derniers instants du mercato, qui a peut-être fait ce choix par défaut, mais qui va beaucoup apporter à la conclusion des actions par son efficacité redoutable. Et enfin, tu as Cavani, qui est peut-être moins réaliste qu'Icardi devant le but, qui est de plus en plus inconstant par ses blessures, mais qui reste tout de même notre matador, le meilleur buteur de l'histoire du club, l'humilité et la bonne volonté incarnées en lui. C'est sûrement paradoxal, mais un buteur qui travaille autant pour l'équipe, qui fait autant d'efforts défensifs jusqu'à trouver une certaine importance dans les phases de transition, qui a en plus de ça réussi à claquer des saisons à 35-40 buts et qui est une figure emblématique respectée de tous, c'est quasi unique au monde. Donc autant en profiter jusqu'au bout d'un contrat qui expire en juin prochain et qui n'est pas prolongé pour le moment. Donc en attaque, avantage Mbappé, qui doit selon moi jouer là où il est le mieux pour lui et pour l'équipe, aux côtés de Cavani qui partirait donc avec une longueur d'avance sur Mauro Icardi. Bien sûr, derrière, Di Maria, Sarabia, Draxler, Paredes, Choupo-Moting ou Herrera offrent de la profondeur de banc, auront du temps de jeu par leur polyvalence, par l'enchaînement des matchs et l'effet de jeu, donneront des mots de tête à Tourelle et alimenteront tous nos débats. D'ailleurs, tu peux me donner ton avis sur ma compo et me donner la tienne dans l'espace commentaire, liker cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Une excellente soirée à tous, ciao.